J'ai beau me creuser la mémoire, j'ai pas le souvenir que pendant mon parcours scolaire ou universitaire, on m'ait une seule fois proposé de travailler sur ma personnalité professionnelle, qu'on m'ait appris à identifier mes talents, mes capacités, mes envies, mes projets. Le leitmotiv que j'ai par contre entendu en boucle, c'est qu'il fallait que je choisisse une formation avec des débouchés. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez original, qu'on me répète ça comme une rengaine, sans que jamais on ne m'apprenne à identifier les évolutions du monde économique, les tendances du marché du travail, ou même qu'on me forme à identifier par moi-même ces fameux secteurs porteurs. J'avais vraiment le sentiment d'être un jeune lambda caractérisé par un bulletin de notes devant un jeu de labyrinthe, le jeu consistant à choisir avec un minimum d'informations l'une des voies, sachant que certaines voies débouchaient sur des impasses et que d'autres débouchaient sur des emplois. J'ai donc fait psycho à la fac. Et j'ai développé à côté mes propres projets. J'ai monté une ONG, puis une entreprise. Et pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé sur ce sujet de la construction des parcours professionnels. Et au cours de toutes ces années, j'ai constaté plusieurs choses. Déjà, le fait que de nombreux jeunes ont le sentiment d'être un pion dans une machine, devant trouver l'offre d'emploi, le poste, la case dans laquelle s'insérer, alors qu'au fond, ce qu'ils attendent, c'est qu'on donne la chance à ce qu'ils sont vraiment. J'ai aussi eu des dizaines de fois la démonstration qu'il n'est pas efficace de chercher à se nier pour rentrer dans le rôle du parfait jeune diplômé prêt à se faire embaucher, et qu'au contraire, il faut apprendre à se vendre pour ce qui nous rend singuliers. J'ai aussi acquis la conviction que les aspirations professionnelles des jeunes et les exigences économiques des entreprises ne sont pas incompatibles, au contraire, et que c'est justement la rencontre entre les deux qui fait les belles réussites de collaboration professionnelle. Alors, au cours de toutes ces années, en ayant travaillé avec des centaines de jeunes, j'ai constaté que tous aspirent à faire de leurs capacités et de leurs envies les leviers pour construire leur parcours professionnel, mais qu'ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que j'ai créé la méthode JobMaker pour leur apprendre à conduire leur parcours professionnel et à obtenir un job qui leur correspond. Mais JobMaker, c'est aussi la proposition d'un changement de posture par rapport à la vie professionnelle. Concrètement, il s'agit d'arrêter de chercher un emploi et de commencer à vendre ce que l'on peut apporter. Il s'agit de faire de son propre mouvement un moyen d'ouvrir des voies, de créer des rencontres et des opportunités professionnelles. Alors, devenir un job maker, cela suppose un certain nombre de savoir-faire opérationnels, mais c'est aussi un état d'esprit. Et donc, je vous propose tout de suite une petite séance de détox sur 4 idées reçues. Première idée reçue, les jeunes sont mal adaptés au monde du travail. Voilà une idée largement répandue, étudiée à coups d'articles, de conférences, d'études. Les jeunes ne sont pas assez expérimentés, pas assez opérationnels, pas assez en phase avec les besoins du marché du travail, avec les codes de l'entreprise, ou trop exigeants, trop zappeurs, pas assez fidèles à l'entreprise. Bref, ce qu'on nous explique, c'est que d'une façon ou d'une autre, le problème entre les jeunes et l'emploi, entre les jeunes et l'entreprise, viendrait des jeunes eux-mêmes. Mais le problème avec ce genre de message, c'est que les jeunes risquent d'oublier ce qu'ils apportent au monde du travail. Chacun dans sa spécificité, bien sûr, mais aussi du fait spécifiquement de leur jeunesse. On pourrait parler, par exemple, de la motivation des débuts, l'envie de faire ses preuves, une énergie tellement importante pour une entreprise qui se développe. Ou encore de leur maîtrise des environnements numériques, et pas simplement la capacité à utiliser les réseaux sociaux, mais aussi la capacité à penser son métier dans un univers numérique, ce que d'ailleurs toutes les entreprises vont devoir faire pour elles-mêmes. Et puis plus globalement, comme dirait Dominique Régnier, dans un monde où ce qui fera la compétitivité des entreprises, c'est leur capacité à innover,
il faut se souvenir que par nature, les jeunes générations ont plus que les autres l'intuition du monde de demain. Deuxième idée reçue, pour commencer, il vaut mieux avoir l'ambition professionnelle raisonnable, surtout avec la crise. Voilà une phrase qui sonne comme le bon sens et qu'on distille, mine que rien, dans l'esprit des jeunes à coup de tu sais, dans le contexte, tu ferais peut-être mieux de rabaisser tes exigences. Ou encore, c'est sûr, c'est pas le job idéal, mais en même temps, c'est mieux que rien. Ou encore, tu sais, à ta place, je refuserai pas une proposition, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Toutes ces invitations à la résignation qui paraissent évidentes sont pourtant inexactes. D'abord parce que les temps de crise sont autant de périodes de création que de destruction et que c'est aussi des périodes dans lesquelles émergent des nouvelles solutions, des nouveaux métiers et des nouveaux secteurs d'activité économique quand d'autres disparaissent. Aussi parce que, puisqu'il n'y a pas de recette miracle pour accéder facilement à la vie active, et que, quoi qu'il se passe, il va falloir franchir des obstacles et fournir des efforts, eh bien, autant que ce soit pour quelque chose qui fait sens pour nous et qui nous mobilise. Alors, viser un job qui nous correspond, c'est aussi la meilleure façon pour avoir un job tout court. Parce que si un job nous correspond, eh bien, il y a de fortes chances que l'on corresponde également à ce job. Troisième idée reçue, quand on ne travaille pas, on est demandeur d'emploi. Voilà une idée qui n'est jamais remise en question. C'est d'ailleurs en France un statut officiel. Quand vous ne travaillez pas, vous êtes demandeur d'emploi. Cela signifie donc qu'il y aurait un marché du travail, que les entreprises seraient à l'offre et que les personnes seraient en demande. Et pourquoi ce ne serait pas l'inverse ? Du point de vue des compétences, par exemple, ce sont bien les entreprises qui sont en demande et les personnes qui sont à l'offre. Mais bon, en France, on n'a pas choisi d'officialiser le statut d'offreur de compétences et ce n'est pas anodin. Pourtant, pour devenir un job maker, il est fondamental de passer de cette posture de demande à une posture d'offre et d'apporteur de valeur. C'est plus exigeant, c'est sûr, parce qu'il faut être en capacité de dire ce qu'on offre, ce qu'on apporte, savoir le valoriser et même le vendre. Mais bon, c'est comme en amour, on est plus attractif et plus convaincant quand on propose d'apporter quelque chose que quand on est juste en demande. Quatrième idée reçue, dans le monde du travail, il faut rechercher la stabilité et s'insérer durablement. On entend souvent cette phrase prononcée par des politiques, les jeunes doivent s'insérer durablement. C'est d'ailleurs assez étonnant, on peut se demander si c'est raisonnable de chercher à se mettre à l'abri du mouvement dans un monde qui change à grande vitesse. Et c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que s'il y a bien une chose qui a changé fondamentalement ces 30 dernières années dans le monde du travail, c'est bien la question de la mobilité dans les parcours. Avant, on travaillait en gros 40 ans dans le même job, et donc l'enjeu, c'était de trouver la place. Aujourd'hui, on va changer en moyenne tous les 4 ans de statut, de secteur d'activité, de métier. Et donc l'enjeu, c'est d'être en capacité de rebondir d'une étape à une autre et d'avoir les rênes de sa mobilité. Parce que le danger, sinon, c'est de subir une mobilité qu'on n'aura pas choisie et à laquelle on ne sera pas préparé. Alors, être un job maker, ça ne veut pas dire changer tout le temps de job par principe, mais faire en sorte de pouvoir être mobile quand c'est nécessaire et de savoir bouger au bon moment. Alors, être mobile, cela suppose un état d'esprit, comme on vient de le voir, mais c'est aussi des capacités opérationnelles à mettre en œuvre. Et c'est justement ces capacités opérationnelles que propose de développer la méthode Job Maker. Alors, mon souhait pour les années qui viennent, c'est que l'on puisse profiter de 2 courants favorables. D'une part, la préoccupation grandissante de l'école et de l'enseignement supérieur quant à l'avenir professionnel des jeunes qu'elle forme. Et d'autre part, le foisonnement d'innovation dans le monde de la formation et de l'éducation. Et donc, je le disais, mon souhait, c'est qu'on puisse profiter de ces 2 courants favorables pour donner la possibilité à un maximum de jeunes de devenir eux aussi des job makers. Je vous remercie.